Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Nous sommes une centaine dans la salle. Nous sommes plusieurs centaines, près de 500 je crois, à être connectés. Donc comme vous le disait tout à l'heure Pierre-Henri, n'hésitez pas à vous connecter à la plateforme et à poser vos questions. Merci à Catherine McGregor et à Christian Grelier et à Pierre-Henri d'avoir largement campé le décor. On a entendu quand même des mots, on va dire urgence, intensité, ce chiffre effrayant de 4 000 milliards de dollars, un peu anxiogène. Pour le reste de la matinée, on va s'efforcer, j'allais dire, de relever un peu nos manches et de chercher des solutions à la fois en termes technologiques et au niveau de la société, ce qui est quand même assez intéressant en cette année électorale. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin, donc on va d'abord chercher les solutions. Avec moi, donc Pierre-Laurent Lucile. Bonjour, vous êtes Chief Economist à Engie. Yves Fanton-Danton, vous êtes le directeur marketing stratégique d'Atlantic, qui est donc un leader européen dans le confort thermique. 2 milliards de chiffre d'affaires, 10 300 collaborateurs, une trentaine de sites, si je ne me trompe pas, et surtout des marques qu'on connaît bien, aussi bien dans le business que j'ai été auprès du grand public, Thermor, Sauter, Atlantic. Et puis nous aurons tout à l'heure, malheureusement, les conditions sanitaires ne lui ont pas permis de nous joindre en présentiel. Ça arrive malheureusement, surtout en ce moment. Nous aurons Christine Cabot, la vice-présidente exécutive de CMA CGM, armateur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas quand même, 3e leader mondial du fret maritime, 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 110 000 employés dans 160 pays. Donc avec Christine et Yves Fanton-Danton, on aura la possibilité, j'allais dire, vraiment d'aller sur le terrain et d'avoir le témoignage d'industriels. Ça va être très, très intéressant. Mais avant ça, encore un peu de... Je me tourne vers vous, Pierre-Laurent, un peu de prospective, de projection. Alors, j'allais dire, en tant que chief économiste, votre job, finalement, c'est de contester, sinon de questionner les scénarios qui existent, RTE, SNBC. Alors vous avez élaboré un scénario et même des scénarios à Engie. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi, dans quel but? Vous avez, je crois, élaboré une stratégie d'un mix assez équilibré, vous allez nous le détailler, mais pourquoi donc contester les autres et dans quel but? Merci Tudy. Bonjour à tous. Alors effectivement, pourquoi est-ce que Engie se lance dans ces travaux de prospective énergétique? Tout d'abord, nous souhaitons participer, être partie prenante active au débat actuel sur la mise à jour de la stratégie nationale bas carbone et de la PPE. Mais au-delà de ça, je dirais en tant qu'industriel, nous avons vraiment besoin d'un cadre technico-économique de long terme pour définir nos orientations stratégiques et pour définir nos investissements. Alors, vous le mentionniez, effectivement, nous n'avons pas un scénario. En fait, nous en avons 4. Je crois qu'au regard des incertitudes dont on a beaucoup parlé, fonder des orientations stratégiques ou des investissements sur un seul scénario ne serait pas raisonnable. Et finalement, s'il y a une certitude que nous avons, c'est que la réalité sera différente de chacun de ces 4 scénarios. Je crois qu'il est important de faire œuvre d'humilité et de le dire. Néanmoins, en balayant un spectre assez large des possibles, ce qu'on espère, c'est tirer des enseignements, des orientations qu'on appelle des orientations sans regret. Et c'est cette logique qui nous a conduit à définir notre scénario qu'on appelle scénario de mix équilibré, donc un de nos 4 scénarios sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, et qui a été conçu pour répondre essentiellement à 3 critères que Catherine McGregor a mentionné dans son introduction. La faisabilité technologique, pas de pari technologique qui mettrait en danger l'atteinte de la transition. Les coûts, l'atteinte de la neutralité carbone à moindre coût nous paraît extrêmement important. Et la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire, la résilience? Ça veut dire qu'on a une trajectoire qui, même si les choses ne se passent pas comme prévu, trajectoire de rénovation thermique, trajectoire de déploiement du renouvelable ou du nucléaire, on a quand même quelque chose qui est robuste et qui permet d'atteindre les objectifs. Alors avant qu'on aille dans le détail de tout cela, quand même une question. Ça ne vous suffisait pas les études qu'il y avait sur les scénarios qu'il y avait sur la table? Alors, ça ne nous suffisait pas parce que je pense que nous avons une spécificité au sein d'Engie et c'est ce que nous allons voir. En fait,
Alors les enseignements. Voilà, les enseignements. Alors en fait, effectivement, là je vais vous montrer 2 scénarios, même si on en a 4. Notre scénario mix équilibré, pour répondre à votre question, il a un certain nombre de points communs avec le scénario de la SNBC, donc la SNBC actuelle en cours de révision 2019. C'est essentiellement 3 points communs avec lesquels nous sommes totalement alignés. Une décarbonation à horizon 2050, une baisse majeure des consommations énergétiques totales de l'ordre de 40% entre aujourd'hui et 2050 et une forte électrification. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le taux d'électrification, que ce soit en France ou en Europe, est de l'ordre de 25%. Dans notre scénario dit mix équilibré, on atteint 48%, donc un doublement de l'électrification. Dans le scénario SNBC, on va un peu plus loin, d'où le nom d'électrification poussée, on atteint 56%. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en est pas resté là? Parce qu'on a une conviction, c'est que dans le scénario SNBC, le rôle des gaz verts est sous-estimé. Sous-estimé. Absolument. Et c'est ce qu'on voit dans ce graphe. Finalement, notre vision, c'est que ce mix équilibré, qui s'appuie donc très majoritairement sur de l'électricité, doit aussi s'appuyer sur du méthane à hauteur de l'ordre de 290 TWh et sur de l'hydrogène, alors que quand on regarde la SNBC, on est là où nous, on voit quasiment de l'ordre de 400 TWh. La SNBC, elle, est plutôt autour de 200-250 TWh, ce qui est quand même une différence significative. Alors justement, dans vos projections là qu'on voit très bien, la part du méthane, est-ce que c'est une projection réaliste pour vous? Alors, oui. Parce que je assez pense, optimiste quand même. Voilà. Ce que vous avez en tête, c'est effectivement, là, on se place dans une vision totalement décarbonée. C'est-à-dire que quand on montre du méthane, de l'hydrogène, ce méthane, cet hydrogène doit être décarboné. Donc, ce qui m'amène au slide suivant. Donc oui, nous sommes confiants sur le fait que ces 300 TWh de méthane que j'affichais dans le slide précédent. On en a sous le pied. On en a sous le pied, ils sont disponibles. Ils sont même disponibles sur le sol français. C'est du potentiel domestique. Alors, pourquoi? On a essentiellement 3 composantes dans ce mix de méthane renouvelable. On a une composante biométhane, dont on a déjà longuement parlé, dont on estime qu'elle représente de l'ordre de 140 à 150 TWh. Et c'est un potentiel qui utilise des intrants qui ne sont pas en concurrence avec un usage alimentaire. Je pense que c'est très important quand on parle d'utilisation de la biomasse, de préciser qu'on est uniquement sur des intrants qui ne sont pas utilisables en termes alimentaires. Le deuxième étage de la fusée, je dirais, c'est le biométhane dit de 2e génération. Là, on voit un potentiel de l'ordre de 70 à 80 TWh, qui aujourd'hui est un peu moins développé que la filière 1G de méthanisation, qui s'appuie sur de la gazéification essentiellement de biomasse solide ou de déchets, mais c'est pour nous une filière promis un bel avenir. Et le 3e étage de la fusée, c'est le e-méthane. Le e-méthane, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je parlais d'hydrogène. En fait, l'hydrogène présente énormément d'aspects extrêmement importants pour la transition énergétique. Tout d'abord, il est stockable et transportable facilement comme le gaz naturel, mais c'est aussi un vecteur qui permet de se transformer en tout un tas de carburants décarbonés, ce qu'on appelle les e-fuels, le e-méthane, donc du méthane de synthèse produit à partir d'hydrogène, mais aussi du e-kérosène, du e-méthanol, qui sont des ingrédients absolument indispensables pour décarboner notamment les transports lourds, l'aviation et le maritime. Peut-être que vous pouvez nous détailler cette petite carte qui est quand même assez intéressante à l'heure où on parle de souveraineté nationale, pas que pour la pharmacie, mais aussi dans l'énergie. Détaillez-nous voilà, cette carte, ce qui nous montre quand même qu'on a une position clé dans tout ce qui est biométhane. Absolument. En fait, ce que montre cette carte, c'est que pour une fois, la France est bien lotie en termes de réserve et nous avons le potentiel de biométhane le plus développé par an, le plus développé au sein des pays européens. Et surtout, nous avons un potentiel domestique très élevé, mais nous avons aussi des leviers. Il y a des importations de gaz. Et là, on a de gaz décarboné. Là, on a essentiellement 2 filières. Importation de gaz naturel qui
serait couplé à de la capture et du stockage de CO2 pour respecter la dimension de neutralité carbone, ou des imports de e-méthane. Tout à l'heure, je mentionnais le e-méthane. Il peut être soit produit localement, mais en fait, un certain nombre de géographies, et j'ai en tête par exemple l'Espagne, le Maroc, qui présentent des conditions de production d'électricité renouvelable extrêmement intéressantes, extrêmement compétitives, peuvent synthétiser de l'hydrogène et donc potentiellement du e-méthane à des conditions très compétitives pour la France, même quand on intègre ces coûts de transport. Alors, est-ce qu'on fait le poids justement en termes de coûts face à des pays comme l'Espagne ou le Maroc? Alors, effectivement, en termes de coûts, je crois que c'est aussi un des filigranes de cet événement. Évidemment, on a énormément d'incertitudes. Nos estimations, qui font globalement l'objet d'un assez large consensus, c'est qu'à 2050, évidemment, ça dépendra des filières, mais on aurait, en fonction de ces différentes filières, des coûts de production qui seraient entre 40 et 90 euros du mégawattheure. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Si aujourd'hui on compare avec le prix du gaz naturel qui doit être à 90 euros du mégawattheure, et si on ajoute la dimension prix du CO2 qui est de 20 euros du mégawattheure, on voit qu'on est économique. Bon, maintenant, on espère tous que les prix du gaz naturel ne resteront pas à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on voit, pour faire écho à ce que disait Christian, c'est que dès qu'on atteint des niveaux de prix du CO2 qui sont de l'ordre de 200 euros la tonne de CO2, avec ces coûts-là, l'ensemble de ces filières de gaz décarboné deviennent compétitives. Est-ce qu'on retombe justement avec ce que vous constatez comme mix? Est-ce qu'on retombe sur nos pieds en termes de coûts? Et est-ce qu'on peut utiliser ce qu'il y a d'existant? Alors oui, on retombe sur nos coûts, sur nos pieds en termes de coûts, parce que je crois que quand on parle de décarbonation, finalement, l'enjeu, on ne peut pas parler de coût dans l'absolu. La question, c'est le coût par rapport aux alternatives, aux autres solutions de décarbonation. Et c'est bien ce signal prix du CO2 qui va finalement être le juge de paix. Et on voit bien que, ce que disait Christian, pour décarboner très largement l'économie, on va avoir besoin d'aller bien au-delà des 200 euros la tonne de CO2, ce qui montre bien que ces filières qui sont économiques à partir de 200 euros la tonne de CO2 ont un vrai sens en termes de solutions de décarbonation. Vous aviez là encore des projections assez précises, je crois, à nous montrer. Alors, peut-être un dernier point. Je crois que tout à l'heure, je mentionnais la notion d'option sans regret. Ce dont on se rend compte, c'est que dans tous les scénarios, on a un besoin en méthane, en gaz décarboné. On voit un socle de l'ordre de 150 TWh, qui est évidemment beaucoup plus faible que la consommation de gaz naturel aujourd'hui, qui est de 450 TWh. Mais l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que l'exploitation à grande échelle, la généralisation de ce potentiel de biométhane est une solution, est une orientation sans regret qu'il faut poursuivre, qu'il faut même accélérer, en tout cas au niveau français. En termes de coûts, et puis avant que vous montriez les coûts, est-ce que ce sont des scénarios que vous avez confrontés, j'allais dire non pas à vos concurrents, mais à d'autres Alors oui, ce sont des scénarios que nous avons confrontés. Faut avoir en tête qu'il y a deux visions. Il y a la vision française, une vision française qui historiquement est très orientée sur l'électricité. Et donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. La SNBC étant le scénario de référence française, avec des points communs, mais quand même un certain nombre de divergences. Si on prend un petit peu plus de recul et qu'on regarde au niveau européen, on se rend compte que cette projection de mix équilibré, ce niveau de taux d'électrification et ce rôle qu'on voit pour les gaz verts, c'est la vision centrale de la Commission européenne. Donc vous vous retrouvez? Absolument. Les coûts. Alors est-ce qu'on retombe sur nos pieds avec ce qu'on a? Les coûts. Alors effectivement... C'est très intéressant en termes d'analyse sectorielle. Nous avons mené une analyse comparée des coûts de cette vision, on va dire, équilibrée versus SNBC. Nos estimations, évidemment, on a un certain nombre d'incertitudes liées à ça, mais des analyses de sensibilité montrent que dans tous les cas, on voit des écarts de coûts. Dans le scénario central, on voit un écart de coût de l'ordre de 14 milliards d'euros par an
en 2050. Ces écarts viennent essentiellement de deux secteurs, le bâtiment, l'industrie. Et plus globalement, une des caractéristiques de notre scénario qui en fait son avantage économique, c'est de s'appuyer de manière beaucoup plus importante que la SNBC, notamment sur les infrastructures existantes. Alors pourquoi est-ce que ça a du sens de s'appuyer sur des infrastructures existantes? Il faut avoir en tête que quand on parle de coût de la transition énergétique, on a tendance à se focaliser sur la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les coûts de production de l'électricité renouvelable, du nucléaire, des gaz verts. En fait, cette partie émergée de l'iceberg ne représente que 25% des coûts. 75% des coûts, ce sont des coûts d'infrastructure ou des coûts aval, des coûts de développement du transport, distribution, essentiellement d'électricité, les bornes de recharge, la modification, l'adaptation des systèmes de propulsion des porte-conteneurs, l'adaptation des process industriels. Tout ça, ce sont des installations, des infrastructures qui ont des très longues durées de vie et qui portent finalement 75% des coûts de la transition, d'où l'intérêt de minimiser l'existant. Voilà, de minimiser l'existant. Et ça, c'est finalement un facteur de réduction de coûts qui est transsectoriel. L'autre point sur lequel je voudrais insister, parce que ça va faire écho avec la présentation de M. Fanton tout à l'heure, c'est dans les bâtiments, qui est une des principales sources d'écart de coûts, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des gains qui sont liés à la réduction de la pointe électrique et au fait d'avoir un mix de chauffage qui s'appuie de manière très importante sur les pompes à chaleur, mais qui est complété notamment par les fameuses pompes à chaleur hybrides dont nous a parlé. Les packs hybrides. Alors, peut-être quelques mots de qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu barbare. Il faut avoir en tête qu'une pompe à chaleur, c'est un équipement extrêmement efficace qui permet d'atteindre des rendements de l'ordre de 300% parce qu'on va aller capter de la chaleur à l'extérieur. Il a un seul problème, ce système, c'est que quand il fait très froid, cette dégradation, cette performance, elle chute drastiquement. C'est quand même un petit peu gênant pour un système de chauffage. Donc l'idée des packs hybrides, c'est que dès qu'on rentre dans un système de fonctionnement où il fait très froid, où ça se dégrade, on a un backup gaz. On a tout simplement une chaudière à condensation gaz, ce qui présente essentiellement deux intérêts. D'abord, ça maintient le confort thermique pour le consommateur. Il ne pallie pas de la baisse d'efficacité de la pompe à chaleur. Et surtout, ça donne au système électrique une capacité d'effacement parce que le système gaz peut prendre le relais à n'importe quel moment et permet de diminuer de manière drastique la consommation d'électricité. Et nos estimations montrent que si on déploie 3 millions de pompes à chaleur hybrides, ça pourrait permettre d'économiser le déploiement de 5 à 10 gigawatts de capacité d'électricité pour faire face à cette pointe. Donc on voit bien qu'on a derrière un sujet système. Et là, finalement, c'est un petit peu comme le gaz renouvelable, la méthanisation. On est sur une solution, une option sans regret, déployée dès maintenant de manière massive pour atteindre cet effet système sur la flexibilité des pompes à chaleur hybrides nous paraît extrêmement important. Alors, je fais un pas en arrière sur l'idée d'utilisation des infrastructures existantes. Un point que vous n'avez pas mentionné peut-être, c'est le facteur temps, le facteur timing, donc gain de temps. Christian Gollet nous disait 2030 c'est demain. Est-ce que ce scénario aussi nous permettrait peut-être d'aller plus vite? Alors, est-ce que je dirais que ce scénario, au-delà d'aller plus vite, il nous permet surtout d'aller de manière plus certaine à l'objectif, ce qui est finalement la partie résilience. Je crois que c'est ça. Ce scénario que nous présentons là, il est compatible avec l'objectif extrêmement ambitieux de moins 55% à horizon 2030. Honnêtement, aller plus vite, je crois que le défi est déjà énorme. L'enjeu, c'est réellement... c'est l'assurance tout risque. C'est l'assurance tout risque, c'est d'être crédible dans cet objectif final d'atteinte de la décarbonation totale en 2050. Le propre des scénarios, c'est d'être challengé. Vous l'avez fait vous-même. Et si tout ne se passe pas comme prévu, est-ce qu'on atteint quand même les objectifs de neutralité carbone dans ce que vous avez élaboré, vous? Donc encore cette notion de résilience quelque part.
Alors, cette notion de résilience, effectivement, au regard des incertitudes, elle est absolument fondamentale. Pour l'illustrer, il y a un élément fondamental qui est commun, qu'on voit dans tous les scénarios, qui est dans RTE, la SNBC, le scénario Négawatt, le Shift Project. Tout le monde est sur une trajectoire de rénovation thermique des bâtiments qui implique, à partir de 2040, la rénovation de 1 million de logements par an. Et quand on parle de rénovation, ce sont des rénovations globales au standard BBC. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait entre 100 et 200 000 rénovations par an, mais ce ne sont pas des rénovations globales. Les rénovations globales, on en fait un peu moins de 50 000 par an. Et encore, on attaque le morceau le plus facile parce que le gros de ces rénovations porte sur le parc de logements sociaux, donc des grands ensembles qui sont la propriété de l'État. On voit bien que quand on s'attaquera aux copropriétés de 10 personnes, il faudra mettre tout le monde d'accord. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Nettement. Alors, pour tester cette dimension résilience, bon là, il y aura beaucoup de chiffres, ça va être un petit peu technique, mais je crois que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe si cet objectif de rénovation thermique n'est atteint qu'à 50%, ce qui voudrait dire quand même déjà une accélération majeure par rapport au rythme observé historiquement. Ce qu'on constate dans ce cas-là, c'est que notre scénario dit de mix équilibré engendre une baisse du surcoût par rapport à cette non-atteinte de l'objectif. Et en gros, dans le scénario SNBC, on a des surcoûts qui sont 6 fois supérieurs, qui sont de l'ordre de 2,8 milliards d'euros. Et donc, l'écart de coût est de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. Une autre façon de présenter un résultat similaire, d'un point de vue un peu plus physique, si jamais dans le scénario que nous proposons pour pallier cette non-atteinte des politiques de rénovation thermique, on doit développer 2 gigawatts en plus de production d'électricité. Dans la vision électrification poussée, ce n'est pas 2 gigawatts qu'il faut développer, c'est 8 gigawatts. Et finalement, cet enjeu de résilience, au-delà des coûts, le vrai sujet, c'est la crédibilité dans l'atteinte des objectifs face à un environnement dont on sait qu'il est extrêmement incertain. Et donc, avec ce scénario-là qui me donnera la transition toute trouvée avec Yves Fanton-Dandon, si je résume, donc faisability technologique complète, un coût avantageux et quelque part un scénario beaucoup plus résilient qu'on ne pouvait l'imaginer. Vous avez tout bon sur tous les terrains, c'est votre... Je ne dirais pas qu'on a tout bon sur tous les terrains, je dirais qu'on... Quels sont les risques encore que... Ah ben les risques, on a des risques technologiques, on a des risques, je crois qu'on a des risques dans tous les sens, mais d'où, encore une fois, finalement, cette importance de la résilience. Et il y a un point que je voudrais mettre en lumière, c'est pour l'AIE, le principal défi technique de la décarbonation, c'est la flexibilité, c'est le besoin de flexibilité du système électrique. Alors pourquoi ça? On va vers un système électrique qui est massivement dominé. On peut discuter en France si c'est 50 ou 70 ou 80% de renouvelables, mais qui sera de toute façon dominé par les renouvelables et encore plus chez nos voisins. Et ça implique un besoin de flexibilité électrique, de flexibilité du système électrique qui est multiplié entre un facteur 2 et un facteur 3 par rapport à aujourd'hui. Donc le défi, c'est comment est-ce qu'on va arriver à produire ces sources de flexibilité. Et sur ce point-là, nous avons une conviction, c'est que le système gaz dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le système gaz? C'est les fameuses molécules de méthane et d'hydrogène renouvelables dont on parlait, qui se stockent. Ce sont les infrastructures de transport, de distribution, de stockage. Ce sont les packs hybrides qu'on mentionnait tout à l'heure. Ce sont les centrales thermiques qui brûlent ces gaz renouvelables. Nous avons la conviction que c'est ce système-là qui sera le principal pourvoyeur de flexibilité du système électrique. Et finalement, en ce sens-là,
devrait être le principal garant de la résilience du système énergétique et du système électrique en particulier. Pierre Laurent, merci. Yves Fanton-Dandon, forcément, la liaison et l'exemple choisi de la rénovation thermique ne peut être que parlante pour vous. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce scénario? Est-ce que vous retrouvez vos petits, si je puis dire? Effectivement, les packs hybrides ont largement été cités dans les différents exposés. C'est le nouveau MOST? Je ne sais pas si c'est le nouveau MOST, mais il faut déjà faire un constat, c'est que l'offre existe. Les pompes à chaleur hybrides, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des produits qui existent d'ores et déjà. Le groupe Atlantique, dans son ADN historique, est un fabricant de solutions multi-énergie. On fait des chaudières, on fait des pompes à chaleur. Et donc, naturellement, on a proposé au marché des solutions hybrides, chaudières et pompes à chaleur. Donc, l'offre existe. Le marché, lui, en France, est quasiment inexistant. Le marché de l'hybride en France, c'est à peu près 4000 produits en 2021. Donc, c'est vraiment... Du coup, c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? Pour vous, l'industriel? C'est une bonne nouvelle si ça se développe. Maintenant, aujourd'hui, on est sur un plateau. Quand on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays européens, on voit qu'il y a d'autres pays qui poussent vraiment la solution, notamment des pays d'ailleurs historiquement très gaziers comme les Pays-Bas, où on voit la pompe à chaleur hybride prendre une place de plus en plus importante, surtout dans la rénovation. Et puis également en Italie, également un pays très gazier, qui pour d'autres raisons s'oriente vers l'hybride parce qu'ils ont un réseau électrique assez faible. Plus faible, oui. Donc cette offre, elle existe sur les solutions individuelles, pour la maison individuelle, et puis dans le logement collectif, elle existe d'une façon un peu indirecte, c'est-à-dire qu'on vient associer une solution de chauffage gaz pour le logement et puis une solution de production d'eau chaude sanitaire en pompe à chaleur. Donc on vient associer les deux technologies, on hybride la chaufferie. Donc ça également, ça existe, c'est à développer. Voilà, donc cette offre, elle existe. Elle va nous apporter beaucoup de bénéfices en termes de flexibilité, comme ça a été évoqué. Je pense que aussi un des principaux bénéfices, c'est de permettre de décarboner des logements qui auraient eu du mal à l'être par une pompe à chaleur tout électrique. Quand on va rénover un logement qui avait une chaudière gaz, si on veut mettre une pompe à chaleur tout électrique, le coût d'investissement est important. Il est de l'ordre de 4 fois le prix de la chaudière gaz. Donc, remplacer une chaudière par une PAC tout élect, ça va me coûter 4 fois le prix d'une chaudière gaz où j'aurais pu remplacer que la chaudière. Si je remplace ma chaudière gaz par une pompe à chaleur hybride, ça va me coûter à peu près 2 fois le prix de la chaudière gaz. Donc l'hybride coûte 2 fois moins cher que la PAC tout élect. Alors elle décarbone moins, mais elle décarbone quand même, puisqu'une PAC hybride va décarboner à peu près de l'ordre de 2 à 3 fois les émissions de carbone du logement, ce qui n'aura pas eu lieu si on avait conservé la chaudière gaz biométhane mise à part. Donc c'est un accès à la décarbonation avec un coût d'investissement réduit, là où il n'aurait pas été possible de mettre une pompe à chaleur tout électrique. Donc on s'y retrouve en termes d'investissement. Donc on s'y retrouve en termes d'investissement et en termes de décarbonation. Voilà, donc c'est vraiment une solution qui permet de réduire l'investissement et de décarboner là où il n'aurait pas été possible de le faire avec une pompe à chaleur tout électrique. Qu'est-ce qu'il vous manque, si je puis dire, pour faire du prosélytisme auprès du consommateur? Est-ce qu'il y a des freins fiscaux ou autres qui vous empêchent, à votre avis, de développer ce produit une fois la démonstration faite?
Alors, il est certain qu'il faut qu'on change d'échelle si on veut que cette solution soit pérenne et si on veut que l'industrie s'investisse encore plus dans le développement d'offres, il faut que le marché se développe. On ne peut pas rester à 4000 produits par an. Ce n'est pas un marché pour une industrie pérenne. Donc, il faut lever un certain nombre de freins. Je pense qu'il y en a, ils sont au moins de deux ordres. On voit que la décarbonation, ça coûte cher. Et il faut que les subventions, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut que les subventions perdurent et qu'elles flèchent l'hybride spécifiquement. Si on veut donner de la visibilité à la solution, l'hybride, ce n'est pas qu'une pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur hybride. C'est un produit, c'est un concept en tant que tel. Et il faut que les subventions et les politiques publiques flèchent directement vers cette solution-là. Très concrètement. Comment flécher? Quelles mesures? Il y a les certificats d'économie d'énergie, il y a des subventions dans la rénovation, la MaPrimeRénov'. Donc il y a un certain nombre de dispositifs très efficaces aujourd'hui sur le marché, surtout sur la pompe à chaleur. Si on veut que ça atteigne également les solutions hybrides, il faut qu'il y ait un fléchage spécifique vers cette technologie. Et puis, comme son nom l'indique, un installateur qui doit poser une pompe à chaleur hybride, il va avoir besoin de compétences en combustion gaz, il va remplacer une chaudière gaz, et puis il va avoir aussi besoin de compétences en solution thermodynamique, en pompe à chaleur. Donc, sous la même tête, il va falloir avoir les deux compétences. Et ça a été évoqué ce matin en termes d'apprentissage et d'accompagnement de la filière. On va avoir besoin de techniciens, pas que d'ingénieurs, mais aussi de techniciens sur le terrain pour déployer ce type de solutions qui font appel à des technologies gaz et électriques. Et puis, il y a encore un dernier point. On a parlé de flexibilité. Ces appareils, par nature, sont flexibles parce qu'on peut effacer une énergie pour une autre quand c'est nécessaire. Par contre, cet effacement ou ce transfert, il peut se faire de différentes façons. Il va se faire aujourd'hui naturellement par les régulations embarquées sur nos appareils, soit en fonction de la performance énergétique intrinsèque de l'appareil, soit en fonction du prix des énergies, soit en fonction des émissions de CO2. Et sur ces deux actions, sur deux actionneurs, prix de l'énergie ou émissions de CO2, on va pouvoir le faire si on reçoit un signal, si l'appareil reçoit un signal. Et aujourd'hui, les réseaux énergétiques n'apportent pas ce type de signaux. Donc c'est aussi un dispositif à mettre en place, soit un signal tarifaire, soit un signal de fonctionnement un peu comme on a aujourd'hui sur les heures creuses, heures pleines. Aujourd'hui, c'est le plus grand smart grid européen qui existe, au monde, c'est le signal heure creuse, heure pleine envoyé sur les réseaux électriques en France. Donc si on veut que les hybrides se développent demain, il nous faut développer plus de ce type de signaux pour faire fonctionner les hybrides correctement et optimiser leur capacité à décarboner le logement en France. Et si vous aviez à classer, j'allais dire par ordre de priorité, si vous aviez, je ne sais pas, à parler aux candidats, puisqu'on est en allée électorale, quel serait votre premier souhait, votre première revendication peut-être? Je pense que la priorité, c'est de considérer qu'il n'y aura pas une solution unique pour décarboner. Donc il faut utiliser les réseaux en place, il faut suivre les technologies qui se développent. Je pense que c'est un message, c'est que les scénarios équilibrés sont probablement les plus accessibles et les mieux acceptés. On va parler d'acceptabilité après, mais je pense que c'est vraiment également majeur. En tant qu'industriel, ça vous a demandé beaucoup d'adaptation, à la fois de l'entreprise, du business model, et on parlera peut-être après des compétences.
Ce sont des choix, effectivement. Quand on investit sur le développement d'une pompe à chaleur hybride, ce sont des investissements qu'on ne fait pas par ailleurs. Donc, on y croit. Et un autre message également, c'est que, ça a été évoqué également, les industries, elles ont besoin de visibilité, un peu dans un temps assez relativement long. Donc, les politiques publiques doivent également être stable et visible. Voilà. Lisible peut-être même. Encore mieux. Merci. Christine Cabot, merci encore d'être avec nous malgré les circonstances. On est vraiment ravis. On va revenir à la question sur les freins éventuels, votre vision d'industriel sur les freins, mais peut-être que vous pouvez nous présenter assez rapidement la transition énergétique pour CMA-CGM, c'est quoi? Oui, bonjour. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous, mais grâce à la technologie, on peut se parler quand même. Le transport maritime, globalement, est un acteur important dans la stratégie de décarbonation globale. Les émissions de CO2 du transport maritime, ça représente 3% des émissions de CO2 globales, c'est-à-dire la même chose que le transport aérien. Et donc, la mobilisation pour trouver des solutions là-dessus, chez CMA-CGM, elle date d'il y a déjà quelques temps, puisque dès 2017, Rodolphe Saadé a pris la décision de faire construire des très grands navires propulsés au gaz naturel liquéfié. C'était une première mondiale en termes de technologie, puisqu'on n'avait jamais construit, alors on avait déjà construit des navires propulsés au GNL, mais on n'avait jamais construit des porte-conteneurs aussi gros. Et donc on a reçu l'année dernière notre premier porte-conteneur de 23 000 TEU propulsé au GNL. Le choix technologique du GNL, il a été pris pour des raisons de pouvoir se lancer tout de suite dans cette démarche de décarbonisation du transport maritime, en ce sens que pour arriver au net zéro 2050, ce qui est la position qui a été prise par notre groupe, il faut commencer tout de suite, parce que quand vous commandez des navires, un navire, ça a une durée de vie de 25 à 30 ans. Et donc, évidemment qu'il faut anticiper immédiatement sur ce que la technologie a de mieux à nous offrir maintenant. Le carburant magique qui est non fossile, complètement décarboné et en quantité suffisante pour pouvoir propulser les plus gros navires de transport maritime, aujourd'hui, il n'existe pas. Et donc, nous, chez CMA-CGM, on se dit, c'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il faut rien faire. Donc, on a décidé de commander des navires au GNL. On en opère aujourd'hui 24 dans notre flotte, et à l'horizon 2024, on en aura 44 dans notre flotte. On pense que le GNL, c'est la meilleure solution existante aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi. Le GNL, c'est d'abord un champion en matière de qualité de l'air, puisque le GNL, par rapport au fuel, annihile quasiment 95% des émissions de soufre, de NOx et de particules. Et c'est un premier pas vers la décarbonation en matière de CO2 et de gaz à effet de serre, jusqu'à 20% en tank to wake. Donc, c'est un premier pas. C'est le début de l'histoire, c'est pas la fin. Et derrière, on est déjà rentré dans la suite de cette, puisque pour nous, le gaz est quelque chose d'avenir dans la situation de la décarbonation du transport maritime. La déclinaison du GNL, c'est du biométhane, c'est-à-dire un gaz qui sera, lui, décarboné à concurrence d'environ entre 60 et 67%. Et l'étape d'après, c'est le méthane de synthèse ou le e-méthane, qui, pour nous, est évidemment la suite de l'histoire. Pour continuer et ces navires que nous avons construits aujourd'hui au GNL sont évidemment e-méthane ready, c'est-à-dire que si demain on a du e-méthane liquéfié qui est disponible, on peut l'utiliser immédiatement dans ces navires qui sont déjà en opération. Il n'y a pas besoin de changer de technologie puisque c'est la même molécule. Donc vous capitalisez aussi vous, sur l'existant quelque part.
On capitalise aujourd'hui sur ce qui... On pense qu'il faut agir maintenant, et on commence à agir maintenant avec ce que la technologie a de disponible, de safe aussi, parce que la sécurité à bord des navires, c'est important. Évidemment, on continue à travailler en R&D sur d'autres solutions. Moi, je partage ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que je pense que, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la demande en fuel pour le transport maritime, c'est 300 millions de tonnes par an. 300 millions de tonnes par an. Donc, on va se retrouver avec un sujet de scalabilité énorme, c'est-à-dire comment est-ce que des nouvelles technologies, des nouveaux carburants vont pouvoir remplacer en termes de capacité de production ces chiffres qui sont énormes. Et donc, nous, on dit, on commence maintenant avec ce qui est disponible, ce qui est éprouvé industriellement, et puis on travaille avec des partenaires parce que là aussi, sur ce sujet de la décarbonation, on ne pourra y arriver que si on travaille en écosystème. On ne va pas y arriver tout seul dans notre coin à développer des choses. Et donc, on travaille en écosystème. On en parlera peut-être tout à l'heure. On est très heureux d'avoir signé ce partenariat avec Engie autour de la transition énergétique et de la décarbonation du transport maritime. Mais on fait aujourd'hui avec ce qui existe maintenant. Alors, je parle de l'énergie et le carburant pour nos bateaux, c'est très, très important. Bien évidemment, j'entendais parler d'hybride et d'électrique. L'électrique aujourd'hui, pour des très gros navires, ce n'est pas la solution. Parce que nos navires, ils sont faits pour transporter des marchandises et si on devait les propulser avec de l'électricité, les batteries prendraient toute la place de la cale et des marchandises. Donc, ce n'est pas exactement le but du jeu. Et donc, on continue à travailler sur les autres, évidemment, carburants qui pourraient être disponibles à venir. Mais tout de suite, il y a un travail, évidemment, sur l'énergie. Il y a un travail sur le design de nos navires. On travaille beaucoup là-dessus. Hydrodynamisme, aérodynamisme, parce que le sujet, c'est aussi de réduire la consommation des navires, c'est-à-dire qu'ils aient qu'ils puissent bénéficier des designs les plus avancés pour être le plus efficaces en matière de consommation. Et puis, il y a le sujet de la façon dont nous les opérons. On parle beaucoup de réduction de vitesse, évidemment, c'est un des leviers. Mais il y a aussi beaucoup de leviers en matière d'efficacité opérationnelle, parce que le navire, à un moment donné, une fois qu'il a fini sa traversée en mer, il arrive dans un port. Et si plus les ports vont être efficaces à travailler nos navires, à les opérer, plus on pourra gagner du temps qui nous permettra après en mer de traverser avec une consommation moindre. Donc en fait, comme vous le voyez, le sujet de la décarbonation du transport, c'est un sujet global de supply chain. La partie maritime, elle est très importante. La partie terrestre, elle est aussi très, très importante. Sur tout ce qu'on pourra aussi travailler avec les innovations en matière de décarbonation des engins qui servent à décharger les navires. On travaille beaucoup sur la décarbonation et la transition énergétique de nos terminaux. Et puis, évidemment, il y a toute la partie terrestre. Évidemment, soutien au report modal ferroviaire, au report modal fluvial, plutôt qu'au camion, de manière à générer une supply chain de bout en bout qui est de plus en plus vertueuse. Et c'est un travail progressif, hein, étape par étape, et qu'il faut commencer maintenant si on veut être au rendez-vous de 2050, parce que c'est un challenge incroyable hein, quand même, à la fois technologique, à la fois opérationnel. Et donc, ça nous a paru très important de commencer dès maintenant. On reviendra peut-être sur cette idée de transformation de l'entreprise et de compétences avec Yves, mais j'ai deux petites questions. Est-ce que vous pouvez quantifier les investissements qu'ont nécessité ce choix stratégique et est-ce que c'est un bon argument commercial ? Alors, les investissements sont énormes hein, parce que là sur les navires, on parle d'investissements en milliards de dollars. Hein, 10 navires au GNL de 23 000 TEU, ça vaut plus d'1 milliard de dollars et on en a commandé 44. Donc les investissements sont effectivement énormes. Après, de toute manière, on investit sur le renouvellement de notre flotte et on a choisi de renouveler notre flotte avec des navires qui étaient plus avancés technologiquement pour se préparer à la suite. Est-ce que c'est un argument commercial ? Ça commence à le devenir. On a de plus en plus de clients qui sont extrêmement intéressés par les démarches qu'on entreprend
pour travailler à la décarbonisation de leur transport, parce qu'in fine, on décarbone le transport de leurs marchandises. Donc, on a de plus en plus de clients que ça intéresse. On commence à avoir des clients qui commencent à valoriser ce progrès-là dans la façon dont on contractualise avec eux. De quelle manière? Donc, on va au-delà de l'image, du greenwashing. Non, par le prix qui disent, moi, je suis prêt à payer un peu plus cher. Si vous me certifiez que... encore une fois, on travaille beaucoup, notamment sur de la certificat d'origine avec du biométhane et des choses comme ça. Et les certificats d'origine de décarbonation sont des choses qui intéressent beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est beaucoup dire, mais en tout cas de plus en plus de clients. Ça, c'est important. Excusez-moi. Et puis, il y a des clients qui sont très intéressés pour qu'on travaille avec eux à des idées pour décarboner leur chaîne de transport. Et là, il y a un travail, j'allais dire, de solutions alternatives faites sur mesure que nous, on est prêt à proposer. Par exemple, de travailler avec eux, de leur dire, on peut vous aider à mettre vos marchandises sur le train plutôt que la solution camion que vous utilisez aujourd'hui, parce que nous, on sait massifier. Et donc, ce qui est difficile pour vous en tant que client d'opter pour le train par rapport au camion, parce que, bon, un, vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, et deux, vous pensez que ça va être plus cher. Nous, on peut arriver à massifier du ferroviaire, et donc on peut vous proposer des solutions. On a lancé l'année dernière un programme qui s'appelle #SwitchToRail avec nos clients. Et on a eu beaucoup de succès, notamment en Europe, avec des clients européens qui étaient très intéressés qu'on puisse leur proposer des solutions consolidées avec d'autres clients. Et nous, on arrive à faire ça parce qu'évidemment, on a la taille critique pour mettre des clients ensemble sur un train au lieu de que chacun aille acheter dans son coin une prestation camion. Voilà, donc les clients, ils sont intéressés non seulement par des solutions en matière énergétique et du certificat d'origine et des choses comme ça, mais ils sont aussi intéressés qu'on bâtisse pour eux, avec eux, une solution sur mesure et qu'on leur propose des routes et des modes alternatifs. Est-ce que vous avez des secteurs qui sont plus preneurs que d'autres? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle les grands clients, hein, les BCO, les gens qui transportent beaucoup, qui sont en B2C, sont très intéressés, évidemment. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience par beaucoup d'entre eux, qui est réelle. Hein. On parle beaucoup de greenwashing, mais moi, je rencontre pas beaucoup... les gens que je rencontre ne sont pas tellement des gens qui veulent faire des greenwashing. Hein, ce sont des gens qui veulent vraiment travailler sur une efficacité réelle, vraiment. Et donc, que ce soit dans la grande consommation ou dans de l'industrie aussi, de l'industrie dirigée en B2C, le textile évidemment, on a des demandes et c'est assez intéressant parce que en fait le sujet c'est de construire des solutions ensemble et de think a little bit out of the box pour réfléchir à des choses qui pourraient être plus vertueuses, tout en privilégiant évidemment quand même l'équation économique, ça reste important. Et puis le just in time, ça aussi c'est important, notamment par les temps qui courent. Hein. Vous savez que la plupart des grands ports mondiaux sont extrêmement congestionnés. Donc il faut trouver des solutions qui sont efficaces sur tous les aspects. On y arrive. Je vais revenir vers vous pour ce qui peuvent être des freins, ou ce que vous estimez être des freins. Mais je crois qu'Yves Fontandandon, vous vouliez intervenir. Oui, vous êtes toujours aussi je voulais donner, sur cette idée out of the box, thinking out of the box. Je voulais donner juste un témoignage d'un client, en fait, parce que bien que nous soyons un industriel français qui produit en France, on importe un certain nombre de composants, notamment les composants électroniques et puis des compresseurs pour les pompes à chaleur et d'autres composants. Et donc nous sommes clients du transport maritime et nous sommes également engagés dans des opérations de bilan carbone de nos activités. Et le transport a un fort impact sur le bilan total. Et des démarches comme celle-là qui vont décarboner le lot transport aura nécessairement un impact sur le bilan total. Donc c'est très intéressant pour toute la chaîne. Christine, Yves, absolument. Yves parlait tout à l'heure des freins ou de ses souhaits.
Est-ce qu'il y a des freins dans votre industrie, des choses qui vous empêchent d'aller plus vite dans cette feuille de route que vous adressez, Rodolphe Saïdé? Alors, oui, des freins, il y en a parce que d'abord, il y a un sujet je dirais de euh, quel est le chemin? Aujourd'hui, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y aura pas une énergie de remplacement demain du tout fossile, il y en aura probablement plusieurs. C'est un chemin qui est difficile. Par exemple, quand on a fait le choix du GNL, le GNL, il a fallu monter toute la chaîne d'avitaillement autour du GNL. Il n'existait rien dans les ports mondiaux. On a commencé avec Total à mettre en place une barge spécifique pour avitailler nos navires en GNL à Rotterdam. Vous avez peut-être lu dans la presse que la semaine dernière, on a lancé le premier avitaillement à Fos. Oui, tout à fait. Donc, il a fallu mettre cette chaîne en place. Demain, s'il y a un autre carburant qui est disponible, on parle beaucoup de e-ammonia, on entend parler de e-méthanol, il faudra mettre en place des chaînes d'avitaillement dédiées. Et donc ça, la logistique autour du nouveau carburant, une nouvelle logistique non fossile, il faut mettre en place, il faut que les acteurs se mobilisent là-dessus. Ça, c'est le premier sujet. Donc, parlons de comment est-ce qu'on amène ces nouveaux carburants jusqu'à la pompe du navire, c'est important. Le deuxième sujet, c'est il faut pas, je crois, il faut arrêter de se disputer en disant le gaz c'est bien, mais machin c'est pas bien, ou ça c'est pas bien et le gaz c'est pas bien. Bon, en fait, on aura besoin de tout. Je vous parlais de scalabilité tout à l'heure. Si on veut être au rendez-vous de 2050, il va falloir qu'on s'intéresse à toutes les alternatives possibles. Et donc, il faut que dans les pouvoirs publics et ceux qui font les réglementations puissent soutenir et retenir les solutions multiples. Parce que, encore une fois, je ne pense pas qu'on sortira avec une seule solution. Les réglementations sont en train de se multiplier. On a une réglementation IMO 2023 qui va intervenir sur le transport maritime 1er janvier 2023. On a un package européen Fit for 55 qui est en train d'être discuté. Ces réglementations, parce que dans le transport maritime, on est sur des réglementations qui sont internationales, évidemment. Il ne faut pas qu'elles s'empilent les unes sur les autres sans se parler. On ne peut pas à la fois faire une réglementation internationale et une réglementation européenne qui ne se parlent pas. Donc, est-ce que vous attendez à ce que les choses soient plus clairement fléchées, comme disait Yves, ou plus lisibles? En tout cas, il nous faut un petit peu de préavis parce que vous imaginez bien que, voilà, en ce qui concerne les grands investissements, comme quand vous achetez des navires ou quand vous investissez dans un terminal portuaire, voilà, il faut qu'on ait un petit peu de visibilité. Je vous confirme ça. Et puis, il faut peut-être aussi un peu plus de concertation. On est rarement sollicité pour donner notre avis sur quelle réglementation il faudrait appliquer. Pourtant, on a déjà commencé largement à avancer sur le problème. Donc, on souhaite être moteur. Je pense que les industriels, quels qu'ils soient, sont extrêmement moteurs sur ce sujet de la transition énergétique. Et comme on est moteur, peut-être que tous les institutionnels qui travaillent sur les réglementations pourraient utilement nous parler un peu plus et partager nos expériences et nos ambitions de manière à ce qu'on crée des feuilles de route qui soient partagées, atteignables et qui soient en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé. Un peu plus de concertation peut-être sur les règlements. Il en faut des réglementations, bien sûr qu'il en faut. Il faut qu'elles soient concertées et il faut qu'elles dynamisent les industriels et pas d'être dans une mobilisation uniquement coercitive. On est déjà très motivés, il faut continuer à nous aider à avancer, à investir et à faire les bons choix. Alors, avant qu'on passe aux questions de la salle et aux questions des personnes qui sont connectées, je vous rappelle que vous pouvez vous connecter à la plateforme et poser toutes vos questions possibles. Et j'en profite pour la régie. Je vois passer, parce que c'était important d'avoir ces deux témoignages, je vois passer pas mal de questions qui disparaissent de mon écran. Si vous pouviez me les refaire passer, ce serait très sympa. J'ai quand même une question à tous les deux, puisqu'on a la chance d'avoir des entreprises, des industriels sur ce plateau.
la question que soulevait monsieur des compétences. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour que, comme disait Catherine McGregor tout à l'heure, un ingénieur, une ingénieure se dise « what else » ? Le groupe Atlantique a choisi comme un de ses axes stratégiques la formation de la filière et notamment de techniciens. Aujourd'hui, on a besoin de ces compétences à la fois en développement en interne pour développer les solutions, mais également on a besoin de ces compétences pour les installer et les maintenir. Donc on travaille beaucoup avec la filière, notamment la filière de la maintenance. Récemment, spécifiquement sur les packs hybrides, le SINASAV en France, qui est le syndicat des entreprises de maintenance, a lancé toute une démarche pour mettre en place une qualification et des contrats, aux particuliers, des contrats de maintenance spécifiques pompe à chaleur hybride. Donc concrètement, c'est de l'apprentissage, ce sont des contrats d'alternance C'est de l'apprentissage, c'est contrats d'alternance, c'est des investissements dans les centres de formation. Donc nous avons une petite dizaine de stands de formation en France qui permet aux techniciens de venir, de se former concrètement, de manipuler les équipements. Donc tout ça, ce sont des investissements qui sont intégrés. Et puis on travaille également avec les structures de formation publiques et parapubliques, les AFPA, pour apporter à la fois du matériel et des référentiels pour former les techniciens. Et ça porte ses fruits. Vous avez pu faire venir des jeunes chez vous. On pense à Atlantique. On y pense, j'espère. Néanmoins, on est toujours en déficit de recrutement. On ouvre un site industriel pour fabriquer des pompes à chaleur collectives et hybrides dans l'Ain, à Beauce, avec un centre technique sur la thermodynamique. On va recruter 70 personnes en R&D pour ce centre. Donc, on n'a pas encore fait carton plein. Donc, c'est un appel à la candidature. Et puis également, on a un autre site qui fabrique des pompes à chaleur individuelles dans le nord, près de Merville, où on va également construire un nouveau centre technique avec également 70 autres personnes. Donc vous voyez, il y a de l'emploi derrière et il y a beaucoup d'attentes encore. Christine Cabot, vous avez une marque forte. Qu'est-ce que vous faites chez vous sur ce sujet-là? Nous, on est une industrie de service, donc on a dû commencer à développer effectivement des nouveaux métiers chez nous autour de la R&D, notamment sur la conception, le design de nos navires. Alors on avait déjà des ingénieurs de construction navale pour travailler sur le design de nos navires. On renforce ça. Évidemment, et c'est vraiment des nouveaux métiers aussi autour du digital, parce que la digitalisation, l'analyse de la data sur la façon dont on opère nos navires doit nous permettre à améliorer nos routings, la façon dont on gère et dont on opère encore notre flotte. Et ça doit être un formidable produit d'appel, j'imagine. Et ça, ouais. Donc on recherche évidemment et on trouve des ingénieurs data qui sont assez contents, je crois d'ailleurs, de rejoindre un monde où en fait ce qu'ils font est immédiatement transcrit. Moins virtuel que la finance peut-être. Voilà, dans un routing d'un navire ou dans un voyage maritime, etc. Donc ça, mais surtout, et je voulais... alors donc on travaille évidemment sur tous ces recrutements. Mais surtout, tout à l'heure, je parlais d'écosystème. Je voudrais revenir un peu sur le partenariat qu'on a avec Engie. En fait, le sujet pour nous, c'est vraiment de s'entourer d'industriels avec qui on va construire les nouvelles étapes petit à petit. Le partenariat avec Engie, c'est autour de ça, de travailler ensemble sur la R&D, de travailler ensemble sur comment est-ce qu'on peut ensemble soutenir et promouvoir la production de nouveaux types de gaz, et notamment sur les méthanes de synthèse dont on a parlé tout à l'heure. Pour nous, c'est très important. Et donc, du coup, de créer ensemble des lieux où on peut justement mettre nos ingénieurs, nos data analystes, nos opérationnels
ensemble pour, encore une fois, brainstormer et se dire comment on va dégager la nouvelle étape. Ce partenariat avec Engie, il est formidable sur cet aspect-là. Et vraiment créer des passerelles qui n'existaient pas de façon aussi forte avant. Bien sûr, on avait des sous-traitants, on avait des fournisseurs, des énergéticiens, des fournisseurs d'énergie avec qui on traitait, mais on est passé vraiment à un stade de discussion et de partenariat complètement différent. Et la mise en commun aussi de ces nouveaux métiers, je pense que ça attire aussi beaucoup de jeunes qui se disent, mais en fait, je vais participer à la création d'un écosystème qui va aller vers quelque chose de plus en plus vertueux. Et sur les générations entre 25 et 40 ans maintenant, je pense que c'est un moteur formidable de se dire, je vais participer à construire des choses nouvelles. Et nous, on insiste beaucoup sur ce point aussi dans le groupe CRA-CGM et avec les partenariats qu'on construit, comme celui qu'on a fait avec Engie. Merci de ce témoignage. On va passer aux questions de la salle. Monsieur, pardon, je vous vois mal avec les reflets. Je me lève. Bonjour. Bonjour. Jean-Benoît Bessé d'Orange. En fait, j'avais une question qui recoupe la présentation d'avant et je me tourne aussi vers Engie. Est-ce qu'on n'a pas encore parlé des ressources abiotiques? Et de ma compréhension, on a passé le pic de production, d'extraction du cuivre et les systèmes électriques ont besoin de cuivre. Et comment vous prenez en compte dans l'équation globale de transition cet aspect-là, au-delà de l'aspect coût et de l'aspect carbone, l'aspect juste disponibilité des minéraux? De ressources. Des ressources. Merci. Et merci pour la table ronde, super intéressante. Pierre-Laurent, à vous. Alors effectivement, on parle beaucoup de terres rares, métaux rares, et finalement ce qui ressort, on va dire le matériau qui semble le plus critique, c'est le cuivre. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse RTE. Je dirais que nous ne menons pas d'analyse spécifique sur le sujet, on s'appuie sur l'externe. Notre réponse à ça, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu la même idée. Mix équilibré, plus on est équilibré, moins on a tendance à se focaliser sur une ressource, un vecteur, une infrastructure unique, et moins on a de chance d'être pénalisé par des manques de matières premières, notamment autour du cuivre, sachant qu'effectivement le cuivre, le sujet, c'est les réseaux de transport et de distribution d'électricité. Donc notre réponse à ça, c'est toujours un petit peu la même idée. Utilisons les infrastructures existantes. On aura besoin de développer des infrastructures électriques, ça c'est clair, mais essayons d'avoir, je dirais, une vision un peu sobre dans le développement de ces infrastructures. Alors, merci de votre question, monsieur, sur les ressources, parce que c'est visiblement une préoccupation de beaucoup de monde. Une question d'une interlocutrice online. Développer des solutions d'e-méthane et de l'hydrogène, c'est bien joli, mais à l'heure actuelle, avons-nous les ressources d'hydrogène nécessaires pour conduire tous ces projets? Alors, en fait, quand on parle d'hydrogène au sein d'Engie, on pense surtout à de l'hydrogène vert. Donc la ressource pour produire de l'hydrogène vert, c'est de l'électricité de nature renouvelable. Alors là encore en France, nous sommes bien dotés avec un potentiel, que ce soit solaire ou éolien, extrêmement fort. Dans aucun de nos scénarios, on atteint la limite physique. Hein. On intègre bien ça en compte, la surface nécessaire par kilowatt solaire, par kilowatt éolien. Ça, c'est bien intégré. Évidemment, l'acceptabilité, l'appropriation, ça c'est plus difficile à intégrer. Mais en tout cas, les contraintes physiques, par exemple, notamment les restrictions pour les éoliennes liées à des contraintes militaires, tout ça est intégré. Et les scénarios qui vous ont été présentés ne butent pas sur ces contraintes. Alors, d'où l'idée aussi d'aller chercher des ressources renouvelables ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Europe.
dans des pays où, par exemple, on a cité le Maroc, mais qui est typiquement un exemple, où l'énergie solaire est infinie et le Maroc, en gros, dans la plupart des projections, n'utiliserait que 0,5% de son potentiel pour ses besoins propres, même s'il se décarbonait totalement. Donc on voit bien que même si en Europe on commençait à atteindre les limites en termes de besoins de renouvelables, notamment pour produire de l'hydrogène, nous avons dans notre entourage proche des pays où cette contrainte n'en est pas une. Une question qui reste dans le dur du sujet et de votre scénario, et même de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Christophe Grelier, en considérant un objectif de décarbonation maximum et en tenant compte du coût de la tonne de CO2, donc qu'on a évoqué très largement, la combinaison renouvelable plus gaz est-elle vraiment compétitive vis-à-vis d'une combinaison renouvelable plus nucléaire, voire le nucléaire seul? Bon courage. Merci. En fait, dans tous les cas, c'est ce que je mentionne en conclusion. On pense que le sujet majeur pour le système électrique, c'est la flexibilité. Et le nucléaire, comme les renouvelables, ne sont pas des sources de flexibilité. Alors, le nucléaire peut moduler, mais le nucléaire est fondamentalement fait pour tourner en base. Le nucléaire a une structure de coût fixe, qui fait qu'en gros, si le nucléaire tourne 2 fois moins, il coûte 2 fois plus cher. Donc on voit bien que le nucléaire, même si physiquement, il a une capacité à apporter un peu de modulation au système, le nucléaire ne sera pas la source de flexibilité dont ont besoin les renouvelables. Donc on n'oppose pas la variable. Voilà, on n'oppose pas. Je crois qu'on aura besoin des trois. On aura besoin de renouvelables qui sera majoritaire, qui feront la majorité de notre mix électrique. On aura vraisemblablement besoin de nucléaire parce que faire qu'avec du renouvelable, ça risque quand même d'être un sacré défi. Et on aura besoin de gaz, notamment pour apporter cette flexibilité, mais aussi pour un certain nombre d'usages dont on a parlé, industriels, transports lourds, qui ne sont pas électrifiables. L'avis des industriels, Yves Fanton, vous aviez quelque chose à dire ? Vu du côté de l'aval, des équipements et de la consommation, mais pas de la production, cette combinaison renouvelable et gaz, elle a vraiment un intérêt économique, notamment sur les hybrides, si on y revient. La pompe à chaleur, c'est un équipement qui utilise de l'énergie renouvelable. Avec de l'électricité, on va capter des calories dans l'air ou dans l'eau, et ces calories font partie des énergies renouvelables. Donc, par contre, la solution électrique, thermodynamique, en termes de puissance, elle est demande des investissements importants. Une pompe à chaleur de forte puissance, ça coûte, encore une fois, cher et c'est exponentiel. Le coût de kilowatt électrique en thermodynamique, il est vraiment exponentiel par rapport au coût du kilowatt gaz qui, lui, est plutôt constant. Donc, en hybridant une solution, on va abaisser le besoin de puissance en pompe à chaleur et ce faisant, réduire considérablement l'investissement de l'équipement hybride. C'est une façon de démontrer l'intérêt d'utiliser à la fois l'électricité et le gaz. Une question de la salle. Levez le doigt parce que je vois mal avec les reflets. Oui, monsieur, pardon. Monsieur Pêche, si je vous vois bien, c'est ça? Moi, non, Philippe Charles. Pardon, Total Énergie. Ouais. Non, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que la solution, c'est pas la pompe à chaleur géothermique, puisque là, c'est beaucoup moins sensible aux variations de température que l'aérothermique, pour éviter de faire de l'hybride. Alors, je sais que le coût du puits est relativement élevé, mais par contre, là, on a une température à peu près constante si on descend à 40-50 mètres. C'est sûr que la géothermie, c'est une solution très efficace. Néanmoins, on bute assez vite sur le coût du forage. Et puis, encore une fois, sur la disponibilité de la compétence. En France, malheureusement, on a peu de foreurs disponibles. Et tous les terrains ne sont pas aptes à cela. Forer en ville,
c'est vite compliqué. Bien sûr. Une autre question de la salle? Non, alors je continue sur le Pierre-Laurent Lucille Challenge. Donc, pourquoi privilégier la voie des importations, nous demande un interlocuteur. Comment s'assurer que les pays exportateurs ne sacrifient pas leur transition énergétique en exportant de l'énergie renouvelable d'un côté et en utilisant une énergie carbonée dans leur système énergétique? Alors, là, je crois que la décision, elle est avant tout politique. Ce qu'on a montré, c'est que la France a de quoi être autonome en électricité, c'est clair, en tout cas en moyenne, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'import, d'export, mais la France a largement de quoi être autonome en électricité et en gaz renouvelable. Ce qu'on a montré, c'est que si, d'un point de vue politique, on s'autorise à des imports, ça peut amener à des ressources qui sont moins coûteuses. Donc ça va être un choix du politique entre l'indépendance énergétique totale et une dépendance qui, dans tous les cas, n'aurait rien à voir avec les dépendances qu'on voit aujourd'hui. Une question pour Christine Cabot. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Quel levier, selon vous, permettrait de passer aux solutions décarbonées évoquées pour le transport maritime? Et peut-être que vous voulez dire un mot d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, le sujet, c'est de la production, hein, de ces solutions. En fait, le GNL aujourd'hui est disponible, donc c'est un premier pas, comme je l'ai dit. Le biométhane est disponible en quantité extrêmement limitée. Nous, CMA-CGM, cette année, on a utilisé du biométhane, mais on est, par rapport à notre besoin global en termes d'énergie pour nos navires, la disponibilité de biométhane, elle est encore vraiment très marginale. Tout le sujet autour des énergies de synthèse, c'est justement l'objet de notre volonté de coopérer avec des énergéticiens et notamment avec Engie, de manière à pouvoir ensemble travailler à booster la production la mise en production de cette énergie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le sujet de la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de production sur ces nouvelles énergies aujourd'hui. À changer d'échelle quelque part. Voilà, il faut absolument changer d'échelle industrielle. Bon, encore une fois, moi je suis optimiste en me disant que la prise de conscience qu'on voit un peu partout au niveau des industriels, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui est réelle, va permettre de pouvoir vraiment avancer sur ces sujets-là. Mais il faudra, à mon avis, continuer. Et on ne sait pas ce que la R&D va nous donner dans les années à venir, hein. Aujourd'hui, les solutions qui ne sont pas encore matures industriellement vont peut-être se dégager, qui vont pouvoir autour de l'hydrogène, autour de la pile à combustible, qui va peut-être pouvoir dégager une complémentarité de solutions. Chez CMA-CGM, on regarde aussi l'assistance vélique pour les navires. Est-ce que demain, ça va participer à réduire de 10 à 15% ou plus le besoin d'énergie qu'on aura sur les navires, sur certaines routes? La solution, ce sera une mosaïque de solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le montage d'une espèce de puzzle de solutions qui, additionnées les unes aux autres, vont nous conduire vers ce net zéro 2050. Mais la scalabilité de la production de ces carburants de substitution, aujourd'hui, c'est au cœur de ce qu'on essaye des messages qu'on essaye de passer en tant qu'industriel auprès des institutions pour pouvoir travailler ensemble à ce que cette production industrielle puisse être soutenue. Il y a un côté test and learn dans ce que vous nous dites quelque part. Hein. Un côté test and learn. On tente, oui, on voit ce qui marche. Mais en fait, on sait ce qui marche hein, quand même. On sait ce qui marche. Et puis, on travaille sur des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore matures, mais qui, on espère, marcheront dans 5 ans, dans 10 ans. Et moi, je suis persuadée, il y a 5 ans, on n'avait que des navires au fioul. Dans 15 ans,
20 ans, on aura des navires au GNL, ou enfin des navires au gaz, des navires peut-être qui seront avec des solutions hydrogène, des navires sur des distances courtes, ce qu'on appelle le short sea, qui seront peut-être en tout électrique, parce qu'on pourra utiliser l'électrique sur des petits legs. On aura probablement une solution, peut-être pourquoi pas au e-méthanol. Voilà, et donc il faut s'habituer à ce que le transport maritime demain soit des choses qui soient avec des solutions énergétiques extrêmement diversifiées par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis le début du transport maritime. Question en ligne. Pourquoi ne parlons-nous jamais de l'hydrogène vert? Ben, on en parle beaucoup. Hein. Ouais. Justement. Peut-être on parle que comme ça, en fait. En fait, quand on parle d'hydrogène, on parle d'hydrogène vert. On est d'accord. Voilà, en fait, Ouais. c'est implicite. Mais je crois que ça méritait d'être. Mais ça méritait d'être. Ça méritait d'être clarifié. Une question de la salle. Je me rends compte que je n'ai pas répondu tout à l'heure à la deuxième partie de la question qui était liée aux imports. Est-ce qu'on ne prive pas donc les pays exportateurs de leur propre transition énergétique quelque part? Ce qui est une très bonne question. Il me semble que j'avais répondu partiellement, mais quand on regarde les pays qu'on a en tête pour importer de l'hydrogène, ce sont des pays comme le Maroc, le Chili, l'Australie, qui sont des pays qui présentent deux caractéristiques. Très bonnes conditions en termes de productibles solaires, donc un potentiel quasi illimité, et des consommations locales très faibles. Tout ça, ce sont des pays, des immenses surfaces, population très faible. Donc on est très très loin de les priver du potentiel pour qu'ils puissent eux-mêmes, évidemment, ce qui est très important, mener leur transition énergétique vers le net zéro. Merci Pierre-Laurent de ce complément. Merci à Christine Cabot d'avoir été avec nous malgré tout. Portez-vous bien. Merci Yves Dandon pour d'avoir été là également. Je crois que c'était vraiment intéressant d'avoir des témoignages d'entreprises, de gens qui ont la tête sous le capot, comme on dit, et qui sont vraiment sur le terrain. Ça va nous faire une transition, sans mauvais jeu de mots, toute naturelle, avec la table ronde qui suit, où on va parler quelque part d'acceptabilité de la transition énergétique sur le terrain du public et de la société. Merci.